Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Après le bac, Géraldine hésitait entre devenir comédienne ou orthophoniste. Vous l'aurez compris, elle aura pris le second choix, car elle appréciait l'idée de pouvoir lier le théâtre aux soins. Parfait compromis. J'ai voulu interviewer Géraldine car elle parle avec passion et douceur de son métier, et son parcours l'amène à se questionner sur demain. Un sujet qui, comme vous le savez, m'anime beaucoup. J'en profite pour vous donner rapidement quelques détails pour mieux appréhender l'orthophonie et quand et comment elle est suivie. Une orthophoniste est une thérapeute spécialisée dans les troubles de la communication, lesquels peuvent être en lien avec la voix, la parole et le langage. Les troubles les plus connus sont le bégaiement, les problèmes de prononciation ou encore la dyslexie, les difficultés de calcul et d'écriture. Mais ce n'est évidemment pas tout, et Géraldine se fera une joie de le développer. Elle exerce dans un CMPP, Centre médico-psycho-pédagogique, qui accueille des enfants de 0 à 20 ans, et en IMP, Institut médico-professionnel, afin de suivre des jeunes qui ne peuvent pas suivre un cursus ordinaire et où des soins et un enseignement adapté sont dispensés. En parallèle, elle suit une psychanalyse pour aller plus loin dans la connaissance d'elle-même et donc de pouvoir exercer son métier dans de meilleures conditions et prodiguer des soins encore plus adaptés. Charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Et pour couronner le tout, elle termine sa 4e et dernière année de formation au shiatsu, une discipline japonaise vieille de plusieurs millénaires qui s'inspire de la médecine traditionnelle chinoise. Rapidement, il s'agit d'une technique de massothérapie dont l'objectif est de permettre le bien-être physique et psychologique, deux sujets qui sont très très chers à Géraldine. Toutes ces formations lui ont permis de changer sa vision de la vie, mais aussi du soin qu'elle prodigue à ses patients. Géraldine fait les choses en accord avec elle-même, et je trouve qu'elle peut être un modèle pour beaucoup qui se perdent entre le être, le faire et le avoir. Sans attendre, venez, on va aller mettre les pieds dans demain avec Géraldine. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Géraldine. Géraldine est orthophoniste, elle fait du shiatsu, elle a fait du karaté, du théâtre, enfin bref, c'est encore un truc de fou la chance que j'ai d'avoir ces gens autour de moi pour parler de demain. Et je trouvais hyper intéressant d'avoir une Géraldine qui vienne nous raconter comment son parcours a forgé un peu sa vision de demain. Donc vous allez voir, un certain nombre de questions vont venir évidemment pour pouvoir illustrer la vision de Géraldine quand elle pense à mettre les pieds dans demain. Bonjour Géraldine. Bonjour Alexia. Donc, alors vous verrez, elle est toute mignonne, toujours souriante. Vous allez voir, il y a une petite espièglerie qui va ressortir dans les réponses. J'aime beaucoup d'avance. Alors Géraldine, ce que je te propose pour commencer un peu cette interview, t'as énormément de sujets, évidemment, mais c'est quoi ton sujet du moment ? Alors, mon sujet du moment, c'est pas tellement ce dont tu as parlé en introduction, mais ce qui prend beaucoup de place, c'est que je suis enceinte. Là, dans mon 4e mois, que tout va bien, mais c'est vrai que tout est nouveau. Et du coup, c'est une sacrée expérience que je suis très heureuse de vivre, mais ça prend beaucoup de place. Et, Encore plus dans quelques mois, d'accord. Et ouais, c'est hyper chouette, mais il y a plein de questions. Il y a aussi des changements dans le corps. Il y a la question d'être responsable pour deux qui émerge. Et c'est fort parce que ça modifie aussi ma manière d'être. Des choses où parfois j'osais pas trop assumer des choix. Là, il est plus question d'hésiter. On est deux et donc ça modifie vraiment ma manière d'être. Et après, il y a plein de questions aussi techniques. Les choix de la maternité. Finalement, on n'avait pas de voiture parce qu'on avait décidé au niveau de l'écologie. Puis là, on se dit avec un bébé, ça sera quand même beaucoup plus simple. Des rencontres plus ou moins sympathiques et non, c'est voilà, donc c'est vraiment mon sujet. Est-ce que justement le fait de penser maintenant pour deux, est-ce que c'est quelque chose qui tu sens a vraiment changé ta vision de demain ? Alors je pense que ça vient même avant la grossesse parce que
j'y pensais de toute façon, enfin voilà, à être mère, et c'est quelque chose que je préparais déjà d'avant. Mais oui, il y a quelque chose où enfin, il y avait un besoin d'être en accord avec moi-même. Et que peut-être avant, j'étais beaucoup dans faire plaisir, ou en tout cas vouloir plaire. Alors ça me convenait et ça répondait à mes désirs, enfin voilà. Mais il y a quelque chose où là c'était plus suffisant et qui a vraiment, voilà, être en accord avec soi-même et donc du coup avec les choix qu'on fait. Et ouais, ça a modifié. Et donc le fait de dire je veux être maman, c'est un processus que tu as pris, que tu as mis en place rapidement, ou tu sens que c'est parce que tu as avancé toi-même d'abord personnellement qui t'a permis ensuite de dire je suis prête à être maman, ou ça s'est fait en parallèle? Ah, au début, j'étais partie sur le fait d'adopter. Il y avait quelque chose de justement être responsable durant la grossesse, d'avoir un enfant, qu'il y a plein d'enfants dans le monde qui auraient besoin de parents, voilà. Donc j'avais vraiment décalé la question en disant ok, j'aurai des enfants, mais je vais pas me... Il y avait quand même un décalage émotionnel du fait d'adopter. Et c'est venu progressivement de dire bah oui, mais en fait, je pense que je suis capable aussi d'être enceinte, de pouvoir assumer ce choix, être responsable. Donc non, c'est vraiment arrivé progressivement. Et c'est grâce à l'analyse aussi. Alors, on va revenir sur ton analyse. Donc, c'est une démarche que tu as commencée il y a 6 ans, c'est ça? Oui. Donc, et ça, c'est venu d'où? Eh bien, déjà petite, en genre CM1, j'avais du mal à dormir en dehors de chez moi, donc ma mère m'avait emmené voir un psy. Donc, c'était quelque chose qui était facilement parlé dans ma famille. Et donc, régulièrement, pas forcément, mais j'ai vu 2-3 psys à différentes périodes de ma vie, donc c'était quelque chose qui m'était familier. Et il y a eu un moment, et notamment j'ai fait mon école d'orthophonie qui était à Nantes, qui était d'orientation psy, et tout ça a fait que il y a un moment, être juste en psychothérapie, de voir la personne une fois par semaine, je sentais que j'avançais plus. Je parlais énormément des problématiques familiales et puis je me rendais compte que je parlais pas tellement de moi. Enfin, c'était ma manière de parler de moi, de parler des autres, mais il y avait quelque chose où il fallait que ça change. Et ce qui me semblait permettre d'aller plus loin, c'était l'analyse que j'avais davantage découvert avec mon école d'ortho. Et donc je me suis lancée non sans mal parce que je me disais ça coûte une fortune, c'est au niveau du temps aussi c'est énorme. Au début j'étais très en colère que ça coûte si cher. Et puis maintenant ça fait 6 ans et je me dis ça vaut le coup dans tous les sens du terme. Et tu penses que tout le monde devrait en suivre une? C'est ce que je me disais il y a 6 ans. Je me disais, non mais ça devrait être indispensable pour tout le monde. Et en fait c'est en fonction de nos défenses. Parce qu'on ne peut pas obliger une personne si elle n'a pas envie d'aller réfléchir sur elle-même, et parce que c'est quand même pas quelque chose de facile, et il y a vraiment des séances où j'ai envie de claquer la porte et d'envoyer balader mon analyste, et parce que il y a des transferts aussi qui se rejouent et qui sont négatifs, et on revit des choses qui étaient au placard, et elles étaient au placard, c'était pour une bonne raison, mais ça cogne au placard, et quand ça sort, on morfle, mais après ça va mieux. Donc, de dire que tout le monde devrait, c'est compliqué parce qu'il faut aller à son rythme, mais je pense qu'on devrait avoir cette notion qu'on a une vie psychique, qu'on a un inconscient et que ce qu'on agit, ce qu'on pense, c'est la partie immergée de l'iceberg et qu'il y a toute une autre partie qui est très volumineuse et qu'on ne peut pas nier indéfiniment. Donc, de quand même se dire, faut être vigilant, quand même. Ça me donne envie de poser plein de questions en même temps, c'est dramatique, je vais essayer de faire un peu le tri. Alors, tu parles beaucoup de psychisme, je trouve que c'est un mot important et intéressant. Est-ce que toi, tu sens que cette notion de le psychique, c'est quelque chose auquel tu fais attention dans ton métier de tous les jours, qui est l'orthophonie? Oui, parce que je considère que la relation
est hyper importante. Et que le psychisme, alors peut-être à tort, je le mets un peu du côté non scientifique, où c'est quelque chose que la science, elle n'a pas non plus, selon moi, réponse à tout, et que tout n'est pas chiffrable, que tout n'est pas évaluable, quantifiable. Enfin, si, évaluable, on peut, au bien-être, on peut évaluer quand même, mais oui, le psychisme en orthophonie, dans ma manière d'être en tant qu'orthophoniste, une autre orthophoniste ne dira pas la même chose. Enfin voilà, c'est vraiment selon ma manière d'être, c'est indispensable et c'est inhérent. Et qu'un enfant, quand il vient avec, selon moi aussi, un symptôme qu'on peut nommer dyslexie, dysorthographie, etc. Mais pour moi, c'est pas la réalité de qui il est. Je suis dyslexique, ça me semble être aberrant de pouvoir dire un je, être et dyslexique. Mais que c'est un assemblage de symptômes qui reflètent une certaine réalité sur laquelle on a mis une étiquette, mais que derrière, l'enfant, l'adulte, il a toutes ces raisons à lui qui l'ont mené à ça. Et là, du coup, c'est très volumineux encore, et donc on peut piocher, et c'est l'enfant et c'est le patient qui nous amène, c'est lui qui fait son cheminement. Et ensuite, pour qu'il arrive à résoudre un certain conflit en lui entre sa vie interne, ce que lui demande la société, parce que quand on doit parler, il faut dire que pour parler, c'est avec d'autres. Donc on est obligé d'avoir un langage avec des règles communes. Mais si on ne supporte pas les règles communes, on peut rester isolé, avoir son propre langage. On le voit parfois pour des jumeaux qui discutent entre eux et puis le reste du monde n'existe pas. Il faut pouvoir digérer que, ok, il y a aussi la société, que la société nous apporte des choses, qu'il y a des règles à respecter et que le langage oral et écrit, ça en fait partie notamment. Et on vous forme à ça, donc en école d'orthophonie, à créer cette relation de confiance, de ce que j'entends, et de partage, parce qu'en effet, il y a un côté un peu fonctionnel dans l'orthophonie qui est de dire je suis dysorthographique, dyscalculique, dyslexique, que des kiffs en dit en fait, c'est vachement bien. Mais en effet, si tu n'arrives pas à établir cette relation avec la personne, pour moi, t'arrives à rien. Oui, mais après, j'ai l'impression que l'école nous a apporté une manière d'être et pas une manière de faire. Et qu'en fait, c'est en se transformant, en accueillant aussi ce que l'autre amène. Alors parfois, on ne voit pas tout, parfois c'est par des ressentis, mais je pense que c'est cet accueil qui fait qu'il y a une relation de confiance qui s'instaure et de se sentir ouvert d'esprit aussi pour accueillir ce qui arrive, qui font que les choses bougent. Et est-ce que justement tu sens que ton métier influence ta vision de demain ? Oui, et surtout, en tout cas actuellement, ce que l'État français ou la vision du soin et de la clinique, notamment il y a eu en Nouvelle-Aquitaine une démarche auprès des CMPP, des centres médico-psychopédagogiques qui là accueillent des enfants et des familles de 0 à 20 ans. Et c'est des consultations hebdomadaires auprès de professionnels, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, et aussi des professionnels qui sont issus de l'éducation nationale. Donc c'est vraiment des structures d'accueil très complémentaires, où tous les professionnels sont complémentaires entre eux. Eh bien, on vise en fait à retirer ces structures de soins, en faire des structures de diagnostic où il y aurait uniquement des bilans, ensuite où les enfants seraient orientés en libéral, ou alors que les CMPP accueilleraient que des troubles neurodéveloppementaux, avec quelque chose de vraiment très génétique, mais tout ce qui est petits bobos entre guillemets, qui ne sont pas des petits bobos, mais des enfants qui n'arrivent pas à dormir, des enfants qui ont des symptômes psychiques qui signalent que quelque chose ne va pas, ne pourraient plus être accueillis dans ces structures. Et là, je trouve que c'est terrible. Et c'est ça qui,
ma vision de demain où je me dis il faut quand même se battre pour maintenir que le soin reste aussi au sein de structures, que tout ne peut pas être fait en libéral, que les choses ont besoin d'être pensées, parce qu'en structure, il y a des temps de réunion qui sont payés, donc c'est sûr que ça coûte cher. Mais là aussi, je pense que c'est vraiment que ça vaut le coup. Et donc c'est ça qui modifie un peu et qui parfois m'inquiète sur le demain. Avec tout ce qui se passe toi en ce moment dans la vie quotidienne, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie à toi que tu as envie de faire évoluer ? Alors avec le confinement, et pareil c'est un processus, ça émerge pas du jour au lendemain, mais il y a, et la grossesse en fait, le côté de vouloir prendre mon temps. Et je l'ai entendu dans pas mal d'épisodes. Oui, j'imagine. Mais et j'ai fait une formation à l'observation du bébé où on était plusieurs personnes professionnelles de santé à être réunies pour un séminaire 2 fois par mois pendant plusieurs années. Et j'adorais cet espace parce qu'on avait un temps de pensée qui était dans le détail, où on se laissait le temps de penser, et c'était tellement une bulle de oui, les choses mettent du temps à se dérouler, et que d'aller vite, etc., finalement on enchaîne les actions, on est toujours dans le faire, et l'être, on l'écoute plus, quoi. Et ça, ça c'est vraiment quelque chose. Et je vois aussi avec la grossesse, si je fais des choses speed, c'est clair, alors il y a la grossesse, mais il y a moi aussi, mon psychique, j'ai la nausée. Donc, j'ai plus le choix. Enfin, en tout cas, je ne m'accorde plus le choix de faire des choses rapidement. Le corps à parler, quoi. Voilà. C'est intéressant. Marion en parle aussi de ce sujet-là dans l'épisode 3. Alors, justement, allez, on va être un peu plus taquin. Est-ce que tu as une mauvaise habitude aujourd'hui que tu auras envie de changer demain ? Allez. Oui, non, oui. On est entre nous, hein, tu sais, oui, il n'y a que nous, les auditeurs. Hein. Eh ben, je pense que... Oui, j'ai tendance à scroller Facebook pas mal. On arrive à Social Dilemma, c'est bien. Tout le monde va voir ce reportage, je pense. Que je recommande d'ailleurs, Social Dilemma, hyper intéressant. D'accord. Comment on a perdu le contrôle d'une machine qu'on a créée. D'accord. Donc on va arrêter de scroller. En tout cas, moins, voilà. C'est vrai que c'est satisfaisant. On voit plein d'informations d'un coup, mais on ne va pas loin parce qu'on voit les titres. Mais ouais, c'est stimulant un peu. Et ça t'oppresse pas de voir autant d'infos différentes sans aller en profondeur ? Eh ben, Facebook fait bien les choses parce qu'il adapte les contenus à mes thèmes du moment. Et là, notamment en ce moment, il y a plein de choses sur la grossesse, c'est bien fait, sur les bébés. Ils sont quand même très forts, Facebook. Et du coup, j'aime bien avoir juste des petits détails en me disant, ça peut-être que je creuserai plus tard. Voilà. Mais en soi, je sens bien que c'est juste que ça m'apporte un certain confort un tout petit peu. Et que ça pourrait... je me dis, oui, il y en a qui sont drogués. Oui, je comprends. Il faudrait qu'un jour j'aborde ce sujet aussi, pour comment mettre les pieds dans le demain, réellement et pas virtuellement. Qu'est-ce que tu as fait hier qui te rend fière aujourd'hui ? Je pense que c'est toutes les formations que j'ai faites. Où hier c'était un besoin vital, comme une nourriture et de vouloir savoir plein de choses. Et parce que là, je suis vraiment dans une phase où je m'autorise du coup à être. Et parce que je pense que, ça y est, j'ai pris plein de choses de partout et je suis prête du coup à être moi. Et donc, ça je suis contente. Je pense que je vais te faire rencontrer la plupart des invités de Les Pieds dans tes mains. Hein, oui. Marion, Julie. Oui. Il va y avoir du monde à rencontrer, ça va être sympa. On va faire des petits... Un peu comme la fête des voisins. La fête des... Les Pieds dans tes mains. Ça va être très sympa. Si on réfléchit d'un point de vue un peu plus global, quels vont être selon toi les grands sujets auxquels va s'atteler notre société demain ? Bon, il y a le sujet dont tout le monde parle, l'écologie. Ça, c'est
ça c'est sûr. Toi, ça fait longtemps que tu y es sensibilisée. Oui, oui. Alors, ça fait longtemps et je me suis rendu compte que l'écologie aussi avait bon dos pour moi. Dans le sens où ça me permettait d'exprimer certains désirs. Parce que l'écologie, du coup, de se battre pour quelque chose où, globalement, personne ne peut dire qu'on est contre. Alors oui, il y a des sceptiques, mais c'était un moyen qu'on reconnaisse une part de moi. Et je me battais pour l'écologie. Et là, c'est beaucoup plus nuancé. Alors, j'essaye de faire le moins de déchets, j'ai mon lombricomposteur, je fais mon savon, etc. Mais je suis beaucoup plus sereine. C'est en accord avec moi-même et pas pour qu'il y ait une intervention des autres et que ça réponde à autre chose. Donc ouais, il y a l'écologie. Moi, je pense que le soin, c'est quand même primordial. Et qu'on reste des humains. Et là, c'était, je ne sais plus, l'entrepreneur de toujours qui parlait, François de la robotique, que non, on n'est pas des robots. Et que justement, cette partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, cet inconscient, voilà, cette vie psychique aussi, il faut pas qu'on la mette de côté parce qu'à un moment on va tous exploser et que là à vouloir à avoir moins confiance aux gens, je vois non, on est quand même dans le médico-social, et on veut nous mettre des pointeuses alors qu'on a un emploi du temps qui est fixe, mais que ça des fois c'est un peu souple, on a un patient qui est pas là, alors peut-être qu'on part 5 minutes plus tôt, mais si jamais il y a un patient qui a besoin, on reste plus, mais on est dans une fluidité. Là, on veut tout contrôler et qu'on rend plus du coup les humains responsables aussi d'eux-mêmes. Et que je pense que quand on est responsable de soi-même, on fait aussi des choses formidables et qu'on n'a pas besoin d'avoir une hiérarchie au-dessus de nous, nécessairement pour nous mettre la pression, parce que on fait des choses bien. Et surtout, c'est quoi cette défiance, quoi? Vous êtes des professionnels, en général, c'est pas un métier que vous choisissez au hasard, de ce que je comprends. Il y a une forme de passion, de vocation et en tout cas d'engagement. Ouais, c'est ce que tu dis, et je pense que c'est central. Responsabiliser les gens, on est des adultes, on nous apprend normalement à être responsable de nos actes. Zaza aussi en parle, épisode 9. Que je note. Que je recommande vivement. Comme tous, évidemment. Quelle question. Mais non, je pense que le soin est un thème très fort. Et j'ai l'impression qu'on est en train de faire l'exact contraire de ce qu'on devrait faire. Alors, et toi, qui es dedans, tu me le confirmes un peu, en fait. Et oui, et puis qu'on on a énormément tendance, là, à vouloir tout chiffrer. À chiffrer l'être humain. Quand on demande de faire des bilans normés pour un enfant... et en même temps, on lui pose des questions qui veulent répondre à nos interrogations à nous. Donc forcément, ils rentrent dans des cases. Et on leur met -2 écart type, on leur met des notions de oui, vous êtes moins bien qu'une norme. Ou en tout cas en dessous d'une norme. Mais pourquoi on veut faire ça, pardon, excuse-moi? J'ai l'impression, pareil, c'est aussi mon avis, mais bon, la psychanalyse a eu beaucoup d'espace il y a quelques années, qu'elle a été beaucoup critiquée. Et notamment par rapport à l'autisme, où on n'entendait que des psychanalystes qui disaient que c'était la faute de la mère. Là, les choses se modifient, les psychanalystes font aussi leur mea culpa. Il y a aussi autant de psychanalystes que de personnes, et puis différents courants, bon. Et là, on a l'impression que il faut qu'on rattrape un certain contrôle sur la relation, que c'est rassurant, et que si on met tout dans des cases, peut-être que justement cet inconscient, alors peut-être que c'est à tort de mettre que le terme inconscient, mais que nos désirs profonds qu'on s'autorise pas à exprimer, si c'est mis dans des cases, ça va pas trop ressortir. Et je trouve que c'est vraiment... c'est vraiment dommage. Et c'est pas antinomique? Pardon, je me dis, en fait, c'est mettre des mots pour rassurer tout le monde, c'est ça? Je suis dyslexique. Ouf, c'est bon, on sait. Il y a ce côté-là, alors après, ça rassure pas tout le monde, mais du coup, derrière la dyslexie, si on se dit, c'est neurodéveloppemental, en fait, tout ce qui a fait que peut-être l'enfant
a besoin d'exprimer des choses, on se dit c'est neurologique, donc c'est moins peut-être impactant. Sauf que ça a des conséquences très fortes. Et toi justement, tu te vois comment dans 10 ans ? Dans 10 ans, je me vois avec ma petite famille, mais pas uniquement. J'ai vraiment envie d'avoir toujours une vie professionnelle. D'être toujours dans le soin, l'orthophonie, ça me plaît beaucoup. Si ça se trouve, il y a d'autres champs, peut-être plus du côté de la psychologie, qui se développeront encore plus. Je sais pas trop. Des fois, je me dis, pourquoi pas être à mi-temps fleuriste. Parce que d'avoir des petites choses jolies, de pas être forcément au contact de personnes qui vont mal. Parce que c'est un moment, c'est un peu lourd aussi, et que si le soin se dégrade, la qualité de travail des professionnels, si on n'a plus de temps pour penser les choses, c'est pas faire bien mon métier, et du coup ça sera vraiment compliqué. Même si là je repensais à la pointeuse, oui, il y a la pointeuse, et la plupart des professionnels avec qui je travaille font une supervision qu'ils payent avec leur denier sur leur temps. Et une supervision, c'est avec un psychologue pour penser les choses de ce qui se passe dans le boulot. Donc les gens sont investis. Mais après, il y a une limite à tout. Donc, dans 10 ans, voilà, on verra comment les choses évoluent. J'ai fait aussi une formation de shiatsu. Et je me dis, pourquoi pas aussi donner de temps en temps des shiatsu. Là aussi, c'est dans le soin. Donc après, on se prend aussi, et c'est différent encore parce que en orthophonie, il y a quand même la distance physique. Là, on est dans le corps à corps, on touche même si la personne est habillée. On ressent des choses directement. Donc, bon, voilà. En tout cas, dans 10 ans, quelque chose où je me ménage et en même temps, je continue de profiter de la vie. Ce serait quoi ton souhait pour demain ? Un peu à la Miss France, mais sans être trop la paix dans le monde. C'est ressorti dans aussi d'autres interviews des Pieds d'un demain, mais et de manière un peu péjorative, le terme bienveillance. Parce que on a eu aussi une formation sur la bienveillance qui me semblait absolument pas bienveillante. Enfin bon, donc c'est un mot, mais je trouve qu'il du coup est dénaturé. Et que c'est vraiment triste aussi, enfin que c'est dommage. Plus que plus sois. Mais ouais, mon souhait pour demain, c'est qu'on puisse toujours sentir qu'on est humain et qu'on puisse s'écouter. Vraiment, ça, c'est fondamental. Est-ce que tu as un rêve aujourd'hui que tu comptes réaliser demain ? Autre que fleuriste. Voilà, mon rêve d'aujourd'hui, il est très terre à terre. Je me dis, il faut que l'accouchement se passe bien, qu'avec le Covid, avec tous les protocoles qu'il peut y avoir, que justement, il puisse y avoir la sécurité physique pour mon bébé et pour moi, mais la sécurité psychique, et que là où on vise de l'accouchement, pour l'instant, avec le Covid, le père n'a le droit de venir que 3 heures par jour. Alors, il a le droit d'assister à l'accouchement, ce qui est quand même... Mais bon, il n'empêche que pendant le confinement, a priori, ça a été rare. Mais quand même, il y a des parents, des papas qui n'ont pas pu être présents. Et ça, je pense que l'impact psychique, ça, c'est dans le côté d'être humain, etc. Oui, il y a la santé physique. Mais si la santé psychique, tout est lié, suit pas, tout va se détériorer. Et que la relation qui se noue à un accouchement, c'est absolument pas anodin. Tout est chamboulé. Mais si on n'est pas contenu psychiquement, et là, que mon mari soit là, j'avais envie qu'il dorme même, et lui aussi, parce que c'est un contenant supplémentaire et qu'on vit ça à 3, et que là, de me dire, on va vivre ça à 3 heures par jour, moi, ça me demande une préparation. Donc, là, mon rêve, c'est que je tombe sur une équipe qui soit chaleureuse, où il n'y ait pas trop de speed, et en même temps, j'ai envie d'accoucher à l'hôpital parce que
C'est une volonté aussi de soutenir l'hôpital. Alors je me dis, ils sont déjà overbookés, il faudrait que j'aille ailleurs, mais c'est soutenir la privatisation de tout. Et pour moi, ça me convient pas. Donc c'est un rêve très... Ouais. C'est un beau rêve quand même. Voilà. On aimerait bien. A priori, il peut être réalisable en plus, donc Oui. c'est plutôt cool. Je t'entends souvent parler de psychisme, de santé psychique. Oui. Moi, pour ma part, la première santé qui me vient à l'esprit, si je peux dire, c'est la santé mentale. C'est quoi, selon toi, la différence entre santé psychique et santé mentale ? Donc, là aussi, c'est selon moi. Quelqu'un d'autre, même Internet dira sûrement autre chose. Doctissimo le premier. Voilà. C'est que le psychisme, il y a... moi, j'englobe ce qu'il y a d'inconscient. Et peut-être que dans le mental, ce serait plus quelque chose de conscient, peut-être plus du côté de la raison ou des compétences intellectuelles, que du côté de l'inconscient. Enfin, et le psychisme, c'est pas du tout que l'inconscient. Mais du coup, j'ai l'impression que ça englobe plus les choses. D'accord. Ok, très clair. Ça, on est sûr qu'on parle à peu près la même langue. Qu'aimerais-tu, toi, à ton niveau, transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour une meilleure société demain ? T'en vois des jeunes en plus, toi. Hein ? Oui. J'aimerais bien leur transmettre. Alors, là, c'est peut-être par rapport aux apprentissages, mais de manière globale, une certaine confiance avec des limites. Parce que les limites sont fondamentales et structurantes pour le psychisme. Encore le psychisme, il est partout. Mais maintenant qu'on l'a défini, on se sent mieux. Et du plaisir. Oui, et que dans les apprentissages, mais pas que, enfin, on voit que c'est encore quelque chose d'extérieur. Il faut le temps qu'ils s'approprient les choses, mais quand ils font les choses avec plaisir, ils apprennent. Alors, c'est manichéen, enfin, c'est pas valable du tout pour tout le monde, mais il n'empêche que ça joue énormément et qu'on leur fasse confiance, mais que le non est fondamental. Et un non, c'est quand on dit non sur quelque chose, on reste sur son non. On modifie pas, même si ça nous semble aberrant, l'enfant il a besoin de structure et de limites. Et voilà, un ensemble qui allie les deux sereinement. Quand tu penses à demain, qu'est-ce qui te fait peur ? Ah, justement, ce dont on a parlé, mais comme si ça allait empirer et que du coup il y aurait moins de soins, tout en libéral, que les gens seraient déconnectés entre eux, alors connectés peut-être via internet, mais en tout cas, ça me... qu'on robotise les gens et qu'on oublie leur côté humain. Quand tu penses à demain, qu'est-ce qui te rassure ? Toutes les petites bonnes choses, les rencontres. Là, ce matin, c'était hyper chouette, j'étais avec un conseiller municipal de la mairie de là où j'habite, parce que je râlais un peu, je trouve que c'est pas assez végétalisé mon trajet pour aller de chez moi au RER. Et j'ai trouvé ça extra après être passée par 3000 services au sein de la mairie. Et je suis tombée sur le secrétaire du maire qui dit on va vous organiser une rencontre. Et alors que je suis absolument pas spécialisée dans la végétalisation de quoi que ce soit, ou voilà, mais j'ai été reçue. Et je trouvais ça extra que ce monsieur m'accorde du temps, m'écoute, me parle des projets qui sont en cours. Et voilà, c'est les petites choses. Là, quand j'écoute les podcasts des Pieds le lendemain, je trouve que c'est extra. Toutes ces visions humaines qui s'expriment et qu'il y a toujours des choses chouettes. Et donc ça donne confiance, quoi. Je vous jure, je l'ai pas payé pour qu'elle dise qu'elle aimait bien les pieds dans les mains, je vous assure. Et c'est pas pour ça que je l'ai recrutée non plus. Hein. Ouh là là, pas de problème, moi. Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir quand tu penses à demain ? Comment va être végétalisé ton... Dans cette question, ce qui me perturbe, c'est du coup le hâte. Parce que ça voudrait dire que il faudrait passer rapidement une période et qu'en fait, j'ai pas envie de passer rapidement la période. Donc, je sais pas si j'ai hâte. Juste de voir comment les choses se avancent et puis surtout de les vivre plutôt que de les voir.
c'est superbe. Comme on dit à Zanzibar, polé polé. Doucement, doucement. Tranquillement. Alors, tu as commencé à en parler, mais on sait jamais, peut-être que ça pourrait être un peu différent. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement, qu'est-ce que ce serait ? Géraldine, présidente. Géraldine, présidente. Mais oui, la réforme de la santé, bien sûr, mais après, ce serait une réforme de la santé bienveillante, humaine, etc. Moi, ce que tu m'as dit, en tout cas, c'est le côté arrêtons de vouloir mettre toutes les personnes dans des cases, arrêtons de vouloir tout chiffrer. Et c'est vrai que moi, ça me paraît assez antinomique d'entendre le soin doit être chiffré. On a la chance en France d'avoir accès à des soins de manière un peu plus simple et un peu plus accessible financièrement que d'autres pays. Là, moi, j'entends le contraire, ça me fait super peur. Sans pour autant abuser, comme d'habitude. Il y en a certains qui vont faire un bilan sanguin tous les matins parce qu'on sait jamais, ça, faut arrêter de déconner. Michel Drucker, si tu m'entends. En revanche, que des personnes ne puissent pas se faire soigner parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'on va leur proposer un traitement qui n'est pas adapté, parce qu'on les a normés, qu'on les a étiquetés, ça, moi, ça me fait très très peur. Parce que je pense que justement, et ça c'est une discussion qu'on n'a pas eue, mais qu'on a déjà eue par le passé, l'autisme. Il y a 50 degrés d'autisme, enfin 50 nuances d'autisme, excusez-moi pour prendre un titre de film connu, mais c'est dramatique parce que même moi, à mon niveau, dont ce n'est pas le quotidien, déjà, voilà, moi je vais dire c'est un autiste. Toi, je sais que tu dis c'est une personne atteinte de troubles autistiques. Il y a déjà un rapport au mot qui est quand même très différent. Et là, ça me fait peur de me dire, bah, il est autiste, voilà, c'est bon, l'État va amener à ça. Alors que, comme tu le dis toi-même, il y a tellement de nuances, de degrés de troubles autistiques. Moi, ça me fait très très peur, ça. Et moi, pour le coup, en tant que futur ministre de la Santé, les pieds dans deux mains, voilà, arrêtons de vouloir tout normer, de vouloir tout chiffrer. Et de mettre des étiquettes surtout. On va arriver à un soin qui est complètement, comme tu dis, déshumanisé, mais surtout qui, pour moi, peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Oui. C'est peut-être ça qui me fait le plus peur, moi. Mais oui, c'est que j'ai l'impression qu'on réfléchit à court terme et qu'on fait des économies sur le moment, mais qu'on va le payer ensuite. Parce que des enfants qu'on ne prend pas en charge tout petits, c'est fou, je fais un groupe avec des petits de maternelle qui sont déjà bien amochés par la vie. Et c'est fou comme ils évoluent en un an. J'ai des ados, alors l'adolescence c'est en plus propice à plein de bouleversements, ils bougent aussi. Une patiente qui à 16 ans commence à vraiment décoder et lire ensuite. Dans le sens où décoder c'est juste, c'est déjà ça, pouvoir déchiffrer un mot, et quand on parle de lecture, c'est qu'il y a le sens qui va aussi derrière. Et ça c'est extraordinaire. Donc l'adolescence bouge aussi, mais il n'empêche que plus on prend tôt, mais avec de la prévention bienveillante. C'est pas, il y a eu un moment l'idée en crèche de fournir une liste de mots et de cocher tous les mots que l'enfant comprenait ou pas, et ensuite du coup ça devait engendrer des séances en orthophonie ou autre. Non, quelque chose de, on est dans l'observation, on est dans l'écoute et on voit ce qui se passe. L'observation participante à la Lévi-Strauss, quoi, et en fait surtout du cas par cas. Oui. Ah bah oui, pas oui. du Oui. Tu sais pas dire ces trois mots, c'est fini, quoi. Bah oui, vraiment du cas par cas, et on a envie de cadrer là aussi les choses, où ce qui nous pend un peu au nez en structure, c'est dire bah, pour tel symptôme, si on ne parle pas, pour telle problématique, il faut 30 séances. Non, on ne peut pas arrêter. On l'a vu, même pour apprendre à conduire, l'auto-école, elle te dit tu vas faire X séances. On sait que ça se passera pas comme ça. On est tous uniques. Hein, voilà, j'ai des copains qui sont à 120 heures de conduite. C'était pas prévu ça au départ. Non, je le dis en rigolant, mais oui, je comprends très bien ce que tu dis. Et je trouve que c'est assez dramatique de se dire qu'un jour on sera tous dans des cases parce que ça rassurera tout le monde et on sera mal traité. Plutôt que de se dire on le prend dès le début, on s'intéresse à la personne en tant que telle. Waouh. Et puis même pour un problème qui serait a priori purement physique, il y a une personne derrière. Et même des personnes qui ont eu des AVC, etc. Bon bah tout l'environnement compte. C'est pas juste son trouble parce que il n'arrive plus à parler. Enfin non.
Allez, revenons sur quelque chose de plus léger. Mais c'est des vrais sujets et je suis très contente qu'on puisse les aborder dans le cadre de ce podcast. En tant que fidèle auditrice, les pieds dans deux mains, alors on ne se fait pas aider parce que les autres ont pu répondre. Ce que je trouve intéressant, c'est encore une fois la perception et l'unicité de chacun. Qu'est-ce que t'évoques, les pieds dans deux mains? J'ai réfléchi parce que je me disais, avant d'écouter, j'avais la vision que beaucoup ont, mais je pense que c'est aussi lié à toi et à l'image bleue, mais oui, je m'imagine les pieds dans l'eau. Ah, c'est pas très original, mais je réfléchissais sur le sens parce que les pieds dans l'eau face à la mer, et il y a le côté symbolique de la mer, je pense. Il y a aussi que moi je vois une mer avec des petites vaguelettes, mais pas trop non plus. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est être face à un paysage grandiose? Et je me disais, les montagnes, non, ça fait pas le même effet parce que c'est des éruptions comme ça qui sont massives et peut-être un peu violentes. Non, là, la mer, il y a quelque chose d'une étendue, d'un champ des possibles. Et puis, l'image, voilà, le bleu que tu as utilisé, puis l'avenir en face, en tout cas, moi, ça me suscite ça chez moi. Tous mes invités, en fait, sont des poètes, c'est un truc de fou. Mais ça m'a fait progresser, merci, j'ai évolué. Est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, il y a une phrase, une citation qui t'accompagne? Alors, dans ma vie de tous les jours, peut-être pas, mais c'était une phrase qui m'avait marquée, où c'était lors d'une conférence, d'une journée sur la violence au sein des groupes thérapeutiques. Où tout le monde ne va pas, qu'on soit clair. Et alors, je ne savais pas qui était l'auteur de cette phrase. J'ai cherché sur Internet et c'est présent dans le préambule en Suisse, leur préambule de la Constitution suisse. Alors bon, d'accord. Mais après, lors de la formation, c'était quelqu'un d'autre, mais bon. Mais la force d'une communauté se mesure au bien-être du plus faible de la communauté. Et ça, je trouve que c'est extra parce que d'avoir une vision idéaliste, non, tout le monde n'ira pas bien. Mais sauf qu'on peut faire que celui qui va le moins bien, en fait, il aille pas si mal. Mais que le reste, ils vont peut-être beaucoup mieux. Mais je trouve que c'est extra comme... Ça me donne presque envie d'aller en Suisse, hein. On va tous aller y vivre. Non, je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que je trouve que ça prend en compte, qu'on a de l'agressivité en nous, que tout ne peut pas être parfait, et encore, c'est considéré que l'agressivité, c'est quelque chose de négatif, etc. Mais tout est dans une certaine mesure. Et qu'on a tout en nous, de la colère, de l'agressivité, de la tristesse, machin. On est humain, en fait. Voilà. Mais qu'il y a des choses qui font que, on titille d'autant plus certains aspects, et qui nous rendent peut-être d'autant plus agressifs, ou moins... on se sent moins bien en nous, etc. Et là, je trouve que cette phrase, même le plus faible, il peut être bien, mais il sera certes plus faible par rapport aux autres. Merci beaucoup, vraiment. Et si demain était une personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Oh, c'est parti, mon gars. Allez, on y va, c'est parti. On met les pieds dans deux mains. Ça va aller pour Apolline. J'aime beaucoup. Et c'est parti. Ok. Et moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain? Un mot que j'ai beaucoup utilisé, mais je trouve que quand j'étais plus jeune, j'aspirais vraiment à ça. Là, c'est plus tranquille, mais la sérénité. Je trouve que c'est faire avec, même s'il y a des émotions qui parfois on a du mal à contenir, etc. Ok. On accueille. Il y a d'autres choses qui sont bien, qu'on peut être dans l'ambivalence, mais que ça forme un tout, et serein. Moi, je te souhaite beaucoup de sérénité, ma belle. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le préparer. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter Les Pieds dans deux mains. Continuez de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. La compétition est rude, mais je sais que je peux compter sur vous. Les Pieds dans deux mains est disponible sur les plateformes les plus connues, parmi lesquelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, mais aussi YouTube. Vous pouvez suivre les aventures de mon podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain
tiré-du-8. Et enfin, un grand merci à Karl Moreau et son professionnalisme pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.